Bonjour à tous, bienvenue. Donc nous allons poursuivre le cours de la semaine dernière, dans lequel je vous rappelle que nous avions vu que le mode d'action réel de certains médicaments était en fait assez différent de ce que l'on pouvait imaginer, en tous les cas de ce qui était présent dans les manuels de pharmacologie. Mais néanmoins, nous avons vu également, en prenant un exemple d'une maladie génétiquement simple, la leucémie promyélocytaire, que l'on pouvait arriver à comprendre le mode d'action de certains médicaments, en l'occurrence des thérapeutiques ciblées, dans un assez grand luxe de détails, et que la compréhension de ces détails sur le mécanisme allait permettre secondairement la mise au point de thérapeutiques qu'on pourrait qualifier d'optimales, puisqu'elles sont peu toxiques et qu'elles guérissent la quasi-totalité des malades. Et donc, nous avions conclu avec cette diapositive que je reprends, en disant donc que c'est à ce jour le seul exemple de guérison presque constante par des thérapeutiques ciblées, que le mécanisme, comme nous l'avons vu, est assez différent de celui qui avait été initialement proposé, en particulier le rôle de l'activation de la transcription et le rôle de la différenciation a été profondément remis en cause par toute une série d'expériences menées soit sur des modèles animaux, soit des observations faites chez les patients, et qu'en fait, le rôle de la dégradation de la protéine maîtresse de cette maladie, PML-RAR, était absolument central, et que secondairement à la dégradation de PML-RAR, le rôle de PML dans la guérison à travers la reformation des corps nucléaires était clé. Et donc la question qui se pose et qui dans mon équipe est soutenue par un contrat de la communauté européenne, un contrat de l'ERC, c'est de savoir si au fond ce mécanisme très, très élégant qui a été mis en évidence dans cette maladie rare peut s'étendre à d'autres types de pathologies. En d'autres termes, est-ce que c'est un modèle qui est au moins en partie généralisable et qui pourrait donc donner naissance à de nouvelles stratégies thérapeutiques? Et la réponse, évidemment, si je vous pose la question comme ça, vous vous en doutez, la réponse c'est oui, au moins en partie. Et dans la tradition de l'enseignement du Collège de France, je vais vous présenter aujourd'hui des travaux récents de l'équipe, à vrai dire travaux très récents puisqu'ils ont été publiés aujourd'hui. C'est des choses tout à fait fraîches. Et travaux dans lesquels on retrouve finalement un certain nombre de parallèles avec ce qui est connu dans le cas de la leucémie aiguë promyélocytaire. Donc, la protéine à laquelle nous allons nous intéresser pendant la première partie de ce cours s'appelle NPM1. C'est une protéine qui est une chaperonne du nucléole. Vous voyez que sur cette cellule, elle est marquée en vert, elle est présente dans ces domaines, ces grands sous-domaines nucléaires qu'on appelle les nucléoles. Et cette activité chaperonne a été impliquée en particulier dans la biogénèse des ribosomes, mais également dans d'assez nombreuses autres fonctions. Et dans un nombre assez élevé, jusqu'à 30% de l'ensemble des leucémies aiguës myéloïdes, on va avoir des mutations de cette protéine. Et ces mutations sont tout à fait remarquables parce qu'elles sont toujours situées à quelques acides aminés près, dans l'extrémité C-terminale de la protéine, exactement à cette jonction, vous voyez, entre la leucine et le tryptophane, et elles vont conduire à un changement de phase de lecture qui va donc conduire à la perte de cette séquence avec ces deux résidus de tryptophane, ces deux résidus W qui sont impliqués dans la liaison de l'ARN et donc dans la fonction de nucléole, de chaperonne de la protéine. Eh bien, ces deux résidus de tryptophane, du fait du décalage de phase de lecture, vont être remplacés par une autre séquence. Et cette autre séquence contient, vous voyez, ces trois résidus hydrophobes, VVL, qui constituent un signal d'export nucléaire. Et donc le résultat de cette insertion, petite insertion dans un endroit qui est presque toujours le même de la protéine, va être de profondément changer la localisation de cette protéine, et vous voyez qu'on passe de cette localisation nucléolaire pour la protéine normale à une localisation cytoplasmique, ce qui a donné d'ailleurs son nom à ce mutant qu'on appelle NPM1C. Alors, dans l'histoire naturelle de ces leucémies aiguës myéloïdes,
le moment auquel cette mutation survient a été assez bien caractérisé et représenté dans ce schéma, dans lequel on va avoir d'abord, dans une cellule souche hématopoïétique, probablement une première mutation, la mutation initiatrice. Ces mutations initiatrices sont assez souvent des mutations qui vont toucher à la régulation épigénétique, avec typiquement une DNA méthyltransférase, un DNMT3A. Et cette abrogation de la régulation épigénétique va conduire à une expansion de ces cellules souches. Expansion de ces cellules souches qui, pour autant, ne vont pas avoir de blocage de différenciation et qui, dans certains cas, vont conduire à ce qu'on appelle une hématopoïèse clonale. Secondairement, donc, un deuxième groupe de mutations va survenir quelques années ou quelques dizaines d'années après. Et ces deuxièmes mutations, ici, vont conduire à une expansion extrêmement forte de ces cellules pour donner naissance au phénotype de leucémie. Et au premier titre de ces secondes mutations, on trouve justement NPM1, qui est l'une des plus fréquentes. Alors, que fait cette protéine NPM1C? En fait, elle fait des tas de choses, ce qui peut être attendu d'une chaperonne. En particulier, il a été montré qu'elle allait contrôler la fonction de P53, en partie par le contrôle de la protéine ARF, mais aussi avoir un effet direct sur la protéine MYC, un des régulateurs maîtres de la prolifération cellulaire, et également sur des gènes comme les gènes OX, qui sont des gènes de régulation de l'identité cellulaire, dont Denis Duboul est un des spécialistes et dont il parle souvent ici. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, parce qu'il y a des implications thérapeutiques à ce ciblage de la protéine NPM1C. Et l'idée qui a conduit un collègue italien, Bruno Falini, avec lequel nous avons collaboré depuis quelques années, c'est au fond une idée assez simple, en se disant, puisque cette protéine nucléolaire maîtresse est mal localisée, probablement la fonction du nucléole ne sera pas complètement normale. C'est ce qui explique d'ailleurs la délocalisation de ARF et l'activation de P53. Et donc, si cette fonction du nucléole n'est pas complètement normale, eh bien, cherchons un médicament qui soit capable d'altérer, de désorganiser le nucléole. Et en fait, ces médicaments, on en connaît, et non seulement on en connaît, mais ils sont sur le marché. C'est-à-dire que ce sont des médicaments qui sont utilisés dans certaines formes de cancer très rares. Et l'un de ces médicaments s'appelle l'actinomycine D. Et l'actinomycine D est connu depuis des dizaines d'années pour induire ce qu'on appelle une ségrégation du nucléole, que vous voyez représentée ici en microscopie électronique, ségrégation dans laquelle les trois composants du nucléole qui sont normalement complètement mélangés les uns avec les autres, quand le nucléole est actif, eh bien ces trois composants sont complètement séparés. Et on le voit très bien ici sur cette image de microscopie électronique. Pourquoi ces trois composants sont-ils complètement séparés? Eh bien parce que l'actinomycine D, qui est un intercalant, va se mettre au fond au sein de la molécule d'ADN, en particulier au niveau de séquences riches en GC, en résidus de guanosine ou de cytosine. Et cette intercalation au sein des séquences riches en GC va bloquer l'activité de la RNA polymérase 1, et donc on ne va plus avoir formation d'ARN ribosomique. Et puisque cet ARN ribosomique va être transcrit dans les centres fibrillaires et ensuite subir un certain nombre d'étapes de clivage pour donner finalement naissance aux ARN ribosomiques, eh bien, l'absence de transcription va conduire à cette segmentation du nucléole. Bon. Donc ça, c'est bien connu. Ça a été un des grands classiques, si j'ose dire, de la biologie cellulaire du noyau, de montrer cette ségrégation nucléolaire en réponse à l'inhibition de la transcription. Ce qui, évidemment, est beaucoup moins classique, c'est que l'utilisation de ces molécules qui, encore une fois, sont considérées comme assez fortement toxiques, qui sont utilisées dans des tumeurs extrêmement rares, eh bien, l'utilisation de ces molécules chez une patiente qui était une patiente
qui présentaient des contre-indications à la chimiothérapie classique, en particulier une insuffisance cardiaque qui empêchait d'avoir un traitement par des anthracyclines, eh bien l'actinomycine D a eu cet effet assez extraordinaire que vous voyez représenté ici. Donc chaque flèche rouge représente un cycle, typiquement espacé d'un mois, et vous voyez qu'au fur et à mesure du cycle, la quantité de cellules leucémiques, et notez bien qu'ici il s'agit d'une représentation logarithmique, donc on a une diminution absolument remarquable, vous voyez, d'un facteur 100 déjà au bout de la deuxième cure, et puis on arrive quasiment à la limite de détection de la méthode. Et cette patiente est aujourd'hui guérie, on peut dire, après 5 ans. Donc cette maladie n'est qu'un mauvais souvenir. Et donc ceci impliquait évidemment une efficacité tout à fait remarquable, extraordinaire, imprévue de l'actinomycine D dans cette situation. Alors comment est-ce qu'on passe ensuite à la biologie? Eh bien, et là vous allez bien sûr voir un parallélisme tout à fait frappant avec ce qu'on a décrit dans le cours des précédents sur la leucémie aiguë première-leucitaire. Eh bien, la première chose, c'est que cette protéine NPM1C est capable de désorganiser les corps nucléaires PML d'une manière tout à fait similaire à ce qui avait été montré dans cette autre leucémie aiguë myéloïde qui est la leucémie aiguë première-leucitaire. Alors vous le voyez ici, c'est une expérience simple où on transfecte un vecteur d'expression soit de la protéine normale, et vous voyez qu'elle est localisée dans les nucléoles, soit de cette protéine mutée, et vous voyez que, comme attendu, elle est localisée dans le cytoplasme. Et quand cette protéine est localisée dans le cytoplasme, eh bien, vous voyez que le marquage des corps nucléaires PML disparaît, traduisant donc le fait que l'expression de cette protéine a un effet majeur sur l'organisation des corps nucléaires. Alors ça, c'est une expérience évidemment simple, qui pour un biologiste est une expérience brutale, parce qu'on exprime des quantités de protéines absolument énormes, on n'est pas du tout dans des conditions physiologiques. Et donc il est important de regarder si cette observation peut être reproduite dans des vrais systèmes physiologiques. Et bien entendu, le vrai système physiologique de choix, ce sont des cellules de patients, des cellules prises dans la moelle de patients leucémiques. Et ce que vous voyez, c'est que lorsque on peut détecter par immunofluorescence cette protéine mutante à l'aide d'un anticorps spécifique, ciblé sur la partie tout à fait C-terminale de la protéine, donc spécifique de la forme mutée. Eh bien, vous voyez que ces cellules, ces deux cellules qui expriment la forme mutée de la protéine, qui sont donc des cellules leucémiques, ont perdu leur corps nucléaire, alors que des cellules normales qui infiltrent également la moelle, elles, vont exprimer toujours cette protéine PML. Donc ceci traduit la réalité, au fond, du phénomène qui avait été montré ici. Bon. Alors on peut aller un peu plus loin. Vous avez tous compris que ces cellules leucémiques vont exprimer NPM1C, mais elles vont exprimer des tas d'autres choses. Ce sont des cellules leucémiques et elles vont avoir de nombreuses autres mutations, éventuellement d'autres activations oncogéniques. Il était donc important de savoir si dans un système propre, génétiquement défini, on allait avoir la même chose. Et pour cela, nous avons eu recours, comme souvent, à des souris génétiquement modifiées. Et souris génétiquement modifiées qui sont soit normales, et donc on les appelle NPM1++, soit dans lesquelles une des copies du gène NPM1 a été bricolée en quelque sorte, de manière à ce qu'elle devienne, elle exprime une protéine qui ressemble à la protéine NPM1C. Et on va regarder dans des cellules normales et on va regarder dans des cellules souches normales, puisqu'évidemment c'est dans les cellules souches que cette biologie sera la plus importante, et on va regarder donc ensuite la localisation de cette protéine PML dans ces cellules souches, soit normales, soit exprimant à des niveaux physiologiques l'équivalent de la protéine NPM1C. Et ce que vous voyez, évidemment sans appel, c'est quantifié à côté. Vous voyez un profil tout à fait normal de corps nucléaires PML dans les cellules normales, et puis une réduction drastique de ce nombre de structures dans ces cellules, qui sont des cellules normales cette fois-ci, qui sont qui plus est des cellules souches normales,
mais qui exprime cette protéine anormale. Donc, une situation, en quelque sorte, qui évoque beaucoup celle de la leucémie aiguë promyélocitaire. Alors, la seconde surprise a été de regarder l'effet du traitement. Et toujours dans ce système de cellules transfectées, nous avons pu regarder l'effet d'un traitement bref par de l'actinomycine D dans des concentrations qui sont semblables aux concentrations trouvées chez les patients. Le contrôle positif est là. Vous voyez que sur la protéine normale, il ne se passe pas grand-chose. Et si par contre on transfecte la protéine mutante, que vous voyez bien ici dans le cytoplasme, on retrouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la désorganisation des corps nucléaires PML. Il n'y a plus de corps nucléaires. Et par contre, après traitement, eh bien, vous voyez qu'on a cette reformation des corps nucléaires PML, ce qui, évidemment, évoque une similitude tout à fait frappante avec le modèle de cette autre leucémie dans lequel la thérapeutique par l'acide rétinoïque ou l'arsenic allait induire la reformation de ces corps nucléaires. Alors de quoi provient au niveau biochimique cette reformation des corps nucléaires? Dans le cours précédent, je crois vous avoir dit que cette protéine PML est extrêmement sensible au stress oxydant et que le stress oxydant intracellulaire va conduire à sa réagrégation. Et on connaît un certain nombre de molécules qui vont être capables de capturer ces espèces réactives dérivées de l'oxygène, qu'on appelle des ROS, comme par exemple des dérivés de la glutathion, ou le N-acétylcystéine, qui va être un précurseur du glutathion. Et ce que vous voyez là vous montre qu'effectivement, dans une lignée là aussi qui a été bricolée pour exprimer cette protéine NPM1C, le traitement va induire la reformation des corps nucléaires, mais si on se place en présence de molécules qui sont capables de titrer et de bloquer ces espèces réactives de l'oxygène, donc le stress oxydant, eh bien, on va largement inhiber, voire bloquer cette réponse à l'actinomycine D. Donc ceci implique que c'est finalement le stress oxydant induit par cet antibiotique anticancéreux qui va être responsable de la reformation des corps nucléaires. Alors, vous vous souvenez également que dans le modèle de la leucémie aiguë promyélocitaire, la réorganisation des corps nucléaires va permettre l'activation de la protéine P53. Et si l'on regarde maintenant donc, dans une lignée exprimant NPM1C de manière constitutive, eh bien, le traitement par l'actinomycine D va induire une induction massive de P53 et de sa cible la plus classique qui est P21, montrant donc que cette réorganisation de la structure de PML et éventuellement d'autres choses s'accompagne de l'activation de P53. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que le traitement par des antioxydants va diminuer de manière sensible cette activation de la voie P53 ainsi que l'activation des cibles d'aval, donc impliquant ces espèces réactives de l'oxygène, dérivées de l'oxygène, dans cette réponse thérapeutique. Alors, comment l'actinomycine D va-t-il induire ces espèces dérivées de l'oxygène? Eh bien, de manière tout à fait remarquable, un court traitement par de l'actinomycine D, 1 heure, vous voyez, va induire une fragmentation du réseau mitochondrial, ce qui implique que cette molécule a un effet sur la fonction, sur le trophisme des mitochondries. Et ces images de désorganisation du réseau mitochondrial, qui sont particulièrement frappantes ici, vont être accompagnées d'un relargage de l'ADN mitochondrial à l'intérieur du cytoplasme, ce qui est un signe classique de souffrance des mitochondries. Et donc, vous voyez qu'on a une augmentation tout à fait significative de cet ADN mitochondrial dans le cytoplasme, encore une fois traduisant cette souffrance mitochondriale. Et on a également, au niveau de l'analyse des transcrits, de la transcriptomique, une signature tout à fait typique de gènes qui sont associés au stress oxydant et qui sont massivement induits en présence de cette protéine mutée et beaucoup moins en présence du sauvage. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine
de cette souffrance mitochondriale, eh bien, on ne sait pas encore avec précision, et l'équipe travaille encore activement là-dessus. Une des hypothèses que nous avons formulées est que l'actinomycine D, qui est un agent intercalant, un agent qui est capable de se glisser entre les bases de l'ADN, eh bien, que ce pouvoir intercalant, dont on pensait qu'il avait principalement lieu dans l'ADN nucléaire, pourrait avoir également lieu dans l'ADN mitochondrial, et que ce serait donc cette intercalation dans l'ADN mitochondrial qui serait responsable des effets thérapeutiques à travers la formation d'espèces dérivées de l'oxygène. Alors, vous rappelez que j'ai insisté peut-être de manière un peu lourde dans mon premier cours sur l'importance de l'index thérapeutique. L'index thérapeutique, au fond, c'est pourquoi est-ce qu'un médicament est plus dommageable à la cellule cancéreuse qu'à la cellule normale. Et vous voyez qu'au fond, ce qu'on vous propose ici n'explique pas vraiment l'index thérapeutique, puisque si l'actinomycine D est capable d'être un intercalant dans l'ADN mitochondrial, pourquoi serait-il plus actif lorsqu'il y a NPM1C que lorsqu'il n'y a pas NPM1C? Et c'est là où l'imagerie, finalement, nous apporte beaucoup de choses. Voici des analyses en microscopie électronique de ces mitochondries que vous voyez ici. Ces mitochondries sont caractérisées par ces straits qu'on appelle en anglais des crystals, des crêtes mitochondriales. Et ces crêtes mitochondriales traduisent le fait que la mitochondrie est en bonne santé et qu'elle travaille bien. Et ce que vous voyez, c'est qu'en présence de cette protéine NPM1C mutée, eh bien, les mitochondries ne vont pas bien du tout, elles n'ont plus aucune crête, ce qui veut dire qu'elles ne fonctionnent pas bien. Et donc, ceci, évidemment, expliquerait la toxicité sélective, au moins en partie, la toxicité sélective de l'actinomycine D vis-à-vis des cellules exprimant NPM1C. Alors, quel pourrait en être le mécanisme? Eh bien, il existe une connexion, décrite déjà depuis quelques années, entre la protéine PML et la mitochondrie, ceci passant par des modifications PML dépendantes d'un facteur de transcription qui s'appelle PGC1-alpha, qui est un facteur de transcription essentiel pour la fonction de la mitochondrie. Et donc, il existe, et en particulier dans les cellules souches, une relation entre corps PML, activation de ces gènes mitochondriaux et activité de la mitochondrie. Et effectivement, des travaux de collègues de Harvard avaient montré il y a quelques années que lorsqu'on n'a pas de PML, les mitochondries ne fonctionnent pas bien, en particulier dans les cellules souches, et que ceci conduit à des phénotypes de défaut des cellules souches. Et donc, comme je vous ai montré que l'expression de NPM1C allait avoir un effet sur PML, on peut évidemment imaginer une cascade dans laquelle NPM1C va désorganiser les corps PML, conduire à une désorganisation de ces facteurs de transcription et se traduire par des mitochondries qui fonctionnent mal. Et ces mitochondries qui fonctionnent mal vont donc être à l'origine de stress oxydant qui va être renforcé par l'intercalation éventuellement d'actinomycine D dans ces mitochondries, expliquant par là même, au moins en partie, l'index thérapeutique dans cette situation. Alors que se passe-t-il ensuite lorsque l'on va traiter quelle va être la conséquence de ce traitement à l'actinomycine D et comment est-ce qu'on peut finalement l'aborder par des techniques de génétique. Et donc, ce que vous représentent ces expériences, c'est la mesure du pouvoir clonogénique, c'est-à-dire la capacité à former des clones de ces cellules qui n'expriment pas NPM1C ou qui expriment NPM1C, traitées ou pas à l'actinomycine D. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'on a une diminution modeste mais significative du pouvoir clonogénique après une exposition courte à l'actinomycine D. Et de manière tout à fait remarquable, cette diminution du pouvoir clonogénique nécessite la présence de PML ou la présence de P53, puisque lorsqu'on a bricolé des lignées cellulaires pour qu'elles n'expriment plus PML ou qu'elles n'expriment plus P53, vous voyez que maintenant, on a perdu cet effet sur le pouvoir clonogénique.
Et cet effet PML-P53 dépendant nécessite également la présence des espèces réactives dérivées de l'oxygène, puisque si on prend un antioxydant comme la N-acétylcystéine, eh bien, cette perte du pouvoir clonogénique induite par l'actinomycine D va être perdue si on a eu un pré-traitement par ces antioxydants, démontrant qu'au moins cet aspect, cette perte de la capacité clonogénique, va dépendre du contrôle du stress oxydant et de ces deux cibles d'aval que sont PML et P53. Alors, quels sont les mécanismes mis en cause? Eh bien, au moins un des mécanismes, c'est l'induction de la sénescence, qui vous est représentée ici par un marquage à la bêta-galactosidase. Donc, la sénescence à laquelle mon dernier cours était consacré. Et vous voyez donc qu'en réponse au traitement, et exclusivement en présence de NPM1C et nécessitant PML et P53, on va avoir cette induction de sénescence qui est donc très probablement responsable de cette perte du pouvoir clonogénique en réponse au traitement. Donc ça, c'est très bien, mais évidemment, ce sont des expériences faites avec des lignées, faites dans un tube à essai, en quelque sorte. Il serait très bon de voir si ceci peut être observé également in vivo dans des systèmes beaucoup plus physiologiques. Et ce que vous montrent ces analyses, c'est que in vivo, donc dans des souris qui ont été implantées avec ces cellules leucémiques, eh bien, le traitement à l'actinomycine D va induire l'activation de P53 de manière tout à fait claire, et que ceci nécessite PML, puisque si on a ces mêmes cellules dans lesquelles on a abrogé l'expression de PML, eh bien, on n'a plus d'activation de P53. Et cette activation de P53 se manifeste par un effet thérapeutique, alors qui n'est pas une guérison dans ce modèle-là, mais on a au moins une diminution forte de la charge leucémique. Cette diminution forte de la charge leucémique en réponse au traitement est perdue lorsque l'on n'a plus la protéine PML. Donc tout ceci pour vous dire qu'on a un mécanisme, au fond, qui passe par la création d'espèces dérivées d'oxygène, de stress oxydant, et ensuite l'activation séquentielle de PML puis de P53 pour conduire à un phénotype de perte des effets clonogéniques. Alors ceci conduit à repenser un petit peu le modèle classique d'action de l'actinomycine D, puisque l'actinomycine D fait partie de ces agents tout à fait typiques qui étaient utilisés pour induire ce stress ribosomal en bloquant la synthèse des ARN entrant dans la composition des ribosomes. On va relarguer un certain nombre de protéines normalement rentrant dans la constitution de ces ribosomes qui vont avoir la capacité de se fixer à la protéine MDM2 qui est le principal régulateur négatif de la fonction de P53. Et donc cette cascade qu'on appelle le checkpoint ribosomique est classiquement activée par des agents comme l'actinomycine D. Eh bien, ce que montrent ces travaux, c'est qu'à côté, en plus de ce checkpoint ribosomique, il y a également un checkpoint qui passe par le ciblage de la mitochondrie et la production de stress oxydant, et que peut-être que dans le modèle leucémique, ce système est plus important que le modèle classique qui a été largement étudié effectivement dans des conditions ex vivo. Donc j'ai souligné tout au long de ces quelques minutes le parallélisme frappant entre ces deux modèles, avec une modification de la localisation sous-nucléaire de PML, l'effet des thérapeutiques, donc acide rétinique, arsenic dans la leucémie promyéleucitaire, actinomycine D dans ces leucémies avec mutation de NPM1 qui induit la restauration des corps PML, cette restauration contribuant à la réponse thérapeutique, et ceci démontrant donc que PML est une de ces protéines qui se comporte au fond comme un relais de signalisation et qui est un relais de signalisation essentiel, non pas seulement dans la forme que nous avons étudiée, la leucémie aiguë promyéleucitaire, mais peut-être dans d'autres maladies. Et ceci suggère que ce ciblage de PML, en particulier par l'arsenic, pourrait être utile dans d'autres formes de leucémie. Et je ne décrirai pas aujourd'hui, mais des travaux du laboratoire qui ont été publiés
cette année également, montrant que dans une autre forme de leucémie, effectivement, on peut arriver à utiliser le ciblage de PML pour augmenter l'impact thérapeutique. Dans ce cas-là, c'est pour augmenter l'impact thérapeutique de l'interféron. Bon, donc on a un modèle qui passe par le ciblage de la mitochondrie par cet anticancéreux. La question, évidemment, ensuite, c'est de savoir si on peut faire mieux. Est-ce qu'on peut, maintenant qu'on a au moins en partie compris ce qui se passe, est-ce qu'on peut arriver à faire des prédictions sur de nouveaux traitements qui marcheraient mieux? Et pour cela, nous nous sommes intéressés au vénétoclax. Alors, le vénétoclax, c'est un agent qui est capable de cibler des protéines anti-apoptotiques, et en particulier la protéine BCL2, qui est impliquée dans la résistance d'un certain nombre de cellules à l'apoptose. Et dans ces cellules, et de manière assez spécifique dans certaines formes de leucémie, eh bien, on va avoir une dérégulation du système apoptotique qui fait que des cellules vont résister à la mort. Et elles résistent à la mort, sauf lorsque l'on va évidemment inhiber cette protéine BCL2, et on va dans ces cas-là restaurer les fonctions classiques de mort mitochondrie dépendante. Alors, ce n'est pas le sujet de ce cours, peut-être que je traiterai ça dans un cours suivant, mais cette mort, au fond, elle est régulée par la mitochondrie, et donc on s'est posé la question de savoir si, au fond, il pouvait y avoir des synergies, des interactions positives entre ces deux agents qui ciblent tous deux la mitochondrie, même s'ils les ciblent de manière assez différente. Et la réponse est oui, et c'est en fait assez spectaculaire. Et dans le même test que celui que je vous ai présenté tout à l'heure, donc la mesure du pouvoir clonogénique, avec des cellules exprimant la protéine NPM1C, mais pas dans les cellules contrôle, on va avoir une très remarquable synergie entre ces deux agents, actinomycine D et vénétoclax, l'un et l'autre étant capables de cibler la mitochondrie, et on arrive même ici à éliminer quasiment complètement le pouvoir clonogénique, et de manière remarquable, cet effet nécessite absolument la protéine PML, puisque si l'on a des cellules bricolées pour lesquelles il n'y a plus de PML, eh bien vous voyez qu'il n'y a plus aucun effet. Bon. Encore une fois, ça c'est de la clonogénicité ex vivo, c'est une expérience qui apporte de l'information, mais qui est quand même extrêmement artificielle et un peu brutale, et donc nous avons utilisé ensuite des systèmes in vivo, donc là on est maintenant chez des souris leucémiques, et chez ces souris leucémiques, on a le même type d'observation, vous voyez, avec des traitements qui, isolés, ne vont pas toucher le pourcentage de cellules leucémiques dans la moelle, qui, vous le voyez là, est extrêmement élevé, donc on a une moelle qui est presque entièrement envahie par des cellules leucémiques, mais si on met actinomycine D et vénétoclax ensemble, eh bien, vous voyez qu'on va tomber à zéro. Donc on a une synergie tout à fait remarquable de ces deux produits. Et cette synergie tout à fait remarquable se traduit par une survie augmentée de manière significative. Donc ça vous montre, c'est une des illustrations qui vous montre au fond que d'essayer de comprendre ce que fait vraiment un médicament est important, parce que ça va permettre ensuite de faire des combinaisons rationnelles fondées sur des vrais mécanismes. Et donc, ceci vous est représenté ici avec ce modèle dans lequel cette protéine, qui est vraiment une protéine multifonction, hein, c'est un véritable couteau suisse, hein, elle fait tout à la fois, elle bloque P53, elle induit les gènes OX, elle bloque PML, elle bloque MYC, elle active MYC, mais elle fait une partie de ses fonctions par le contrôle négatif de la formation des corps nucléaires PML, avec un effet donc sur P53 et sur la biogénèse et le fonctionnement de la mitochondrie. Et l'actinomycine D, en empoisonnant la mitochondrie, va permettre de restaurer la fonction de ces corps nucléaires, d'activer P53, d'induire la sénescence et l'apoptose. Et le vénétoclax, par sa capacité également à toucher la mitochondrie, va permettre de révéler une remarquable synergie entre ces deux agents. Et ces combinaisons sont des combinaisons qui ont déjà été utilisées chez des patients dans des contextes expérimentaux, chez des patients en deuxième ligne de rechute. Et ce qu'on peut dire à l'heure actuelle,
sur un tout petit nombre de patients publiés, c'est que d'une part, cette association est tout à fait tolérable par les patients, et que d'autre part, le sentiment des médecins qui les ont appliqués, c'est que la combinaison est efficace et qu'elle a permis de passer un certain nombre de patients vers la greffe secondaire. Donc, pour finir cette partie, un plaidoyer, vous voyez, pour faire de la vraie science, même avec des vieux médicaments, et d'essayer de voir ce qui se passe dans des situations qui sont des modèles pas trop artificiels, en particulier l'analyse de situations in vivo avec des cellules primaires. Et avec des cellules primaires, en les étudiant in vivo, on va pouvoir obtenir des résultats qui ne seront pas toujours ceux qu'on avait attendus, mais qui ont en tous les cas de bonnes chances d'être assez liés à ce qui se passe chez les patients. Alors, je vais passer maintenant à une autre partie de ce cours, dans lequel on va parler essentiellement de la réplication de l'ADN et de la synthèse de l'ADN. Et donc, une des choses qui unifie un certain nombre des molécules dont on a déjà parlé, c'est leur capacité d'interagir avec la synthèse d'ADN. Et cette interaction avec la synthèse d'ADN va conduire à toute une série d'effets. Alors, on va passer un petit peu de temps sur l'épuisement des nucléotides, et c'est en effet quelque chose qui est apparu de manière assez récente, qu'on pouvait, à travers la diminution de la quantité de nucléotides, et bien sûr les nucléotides, comme vous le savez, sont ces briques de base avec lesquelles on va synthétiser de l'ADN, et donc dans certaines conditions, on va pouvoir diminuer de manière assez drastique la quantité de nucléotides disponibles, et au fond, de manière assez logique, quand il n'y a plus de nucléotides ou moins de nucléotides disponibles, d'abord la synthèse de l'ADN ne se fait pas, mais la réparation de l'ADN non plus ne se fait pas bien. Et ceci va donc expliquer un certain nombre d'effets thérapeutiques. Alors, il y a d'autres effets dont on ne parlera pas en détail dans ce cours, comme par exemple les collisions entre les fourches de réplication et les fourches de transcription. Vous savez que quand on va transcrire pour fabriquer de l'ARN, on va séparer les deux brins, et que donc on va avoir une fourche qui progresse au fur et à mesure de la transcription. Il peut y avoir des collisions entre ces deux types de fourches. Et un des grands résultats des collisions, c'est évidemment les cassures. Et rien n'est plus désagréable pour une cellule que de casser l'ADN, et en particulier les cassures double brin. On en a déjà parlé, mais quand on réalise une cassure double brin, on perd de l'information, et donc la cellule va se défendre assez souvent en rentrant en apoptose. Il y a d'autres choses dont on parlera peu, ou pas cette fois-ci au moins, l'initiation ectopique de la réplication et les stress topologiques de torsion au moment de la réplication. Alors, présenté autrement, on peut dire qu'une cassure de l'ADN va nécessiter une signalisation spécifique. Elle va nécessiter ensuite la synthèse d'un certain nombre d'enzymes qui vont pouvoir contribuer à la réparation de cet ADN, mais il y a quand même quelque chose qui est absolument essentiel, c'est qu'il faut avoir des nucléotides. Il faut avoir des nucléotides en quantité et des nucléotides en bon état. Et un certain nombre d'enzymes, certaines d'ailleurs dont nous avons déjà parlé, la thymidylate synthase, dans le premier cours, vous vous rappelez, contrôle la synthèse de DNTP. Et d'autres, on parlera aussi de la ribonucléotide réductase. Donc il faut que ces enzymes soient actives pour qu'on puisse passer des précurseurs à des DNTP qui vont permettre ensuite la réparation. Donc, problématique qui a émergé depuis peut-être une dizaine d'années, c'est l'importance de cette quantité, de ce pool de nucléotides. Il faut qu'il soit, comme je vous le disais, à la fois de bonne qualité et à des concentrations correctes. Et on va voir un exemple tout à l'heure que j'avais déjà brièvement mentionné, je crois, dans le cours d'il y a 4 ans, où la quantité de nucléotides dans les leucémies aiguës myéloïdes va contrôler la différenciation. Et donc, quand on diminue drastiquement la quantité de nucléotides, on va induire un arrêt de cycle, et cet arrêt de cycle va contrôler la différenciation. Et on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il faut que vous sachiez que ce contrôle de la quantité de nucléotides est aussi quelque chose qui est exploité dans la lutte contre les virus. Évidemment, les virus, en réponse à l'interféron, les virus vont avoir besoin de nucléotides pour synthétiser leur génome, et donc dans l'ensemble de réponses coordonnées
qui vont faire suite à l'infection virale, en particulier avec la sécrétion d'interférons, un des mécanismes va être de diminuer drastiquement la quantité de nucléotides. Alors, dans le premier cours, nous avons vu que certaines chimiothérapies vont diminuer la synthèse des nucléotides. Vous vous rappelez de l'exemple du méthotrexate, mais aussi on va le voir dans un instant, des inhibiteurs d'une autre enzyme qui est la ribonucléotide réductase, que sont l'hydroxyurée ou la gemcitabine. Et puis, un certain nombre de nucléotides anormaux, de ces bases modifiées, dont on a vu plusieurs exemples, vont avoir un double effet, non seulement d'avoir un arrêt de synthèse par l'incorporation de ces nucléotides anormaux. Évidemment, quand la cellule va voir qu'elle a mis un nucléotide anormal, elle va arrêter la synthèse dans un certain nombre de cas, mais il va y avoir également en plus un épuisement du pool de nucléotides normaux qui va contribuer à l'arrêt de cycle. Et puis, une découverte assez récente aussi, d'équipes suédoises en particulier, c'est la réalisation, au fond, que l'oxydation des nucléotides est quelque chose d'assez fréquent. Et cette oxydation des nucléotides, elle était bien connue au niveau de la molécule d'ADN. Mais en fait, ce qu'ont montré ses collègues, c'est que l'ADN est finalement assez bien protégé contre l'oxydation, mais pas du tout les nucléotides libres. Et donc, les nucléotides non encore intégrés à la molécule d'ADN sont très sensibles à l'oxydation. Et il existe une série d'enzymes, et on en parlera très brièvement à la fin de ce cours ou dans le cours suivant, avec cette belle expression de nucleotide sanitizing, nettoyer en quelque sorte les nucléotides quand ils ont été oxydés, jeter ceux qui sont abîmés. Alors, un travail récent pour vous montrer qu'au fond, ces problématiques sont revenues finalement sur le devant de la scène, alors que c'était des choses qui avaient été beaucoup étudiées il y a une vingtaine d'années. Je pense que les techniques plus modernes maintenant de biologie font que toutes ces questions ont regagné beaucoup d'intérêt. Et donc là, on va parler d'une enzyme qui s'appelle SAMHT1, qui est bien connue pour être une cible de l'interféron et participer aux effets antiviraux de l'interféron. Et en fait, elle va dégrader les nucléotides. Ça vous est représenté ici. Elle va les dégrader en fait en leur enlevant leur queue triphosphate. Donc on part de DNTP et cette enzyme va cliver la queue des triphosphates. Et évidemment, ces DNTP sont les briques de base de la synthèse d'ADN et ces formes clivées vont devoir être réactivées, qui est un processus un peu complexe et coûteux, pour être réincorporées dans l'ADN. Et donc, ce que ces auteurs ont étudié, c'était de se demander, au fond, si on pourrait arriver à activer cette enzyme par un médicament, parce que si on active cette enzyme, on va diminuer la quantité de nucléotides disponibles et donc on va diminuer la croissance. Alors, par ailleurs, la forme active de la cytarabine, donc la cytarabine, vous vous rappelez, c'est un précurseur modifié de nucléotides. Sa forme active, c'est l'ARA-CTP. Et l'ARA-CTP donc, est également dégradée par cette même enzyme. Et donc, ce que ces auteurs ont fait, c'est de monter un système de crible permettant de cribler des milliers de molécules pour chercher quelles seraient des molécules qui vont sensibiliser à la cytarabine, c'est-à-dire augmenter l'effet relatif de la cytarabine, et ce, de manière dépendante de cette enzyme, donc d'avoir un ciblage de cette enzyme. L'idée, au fond, était très simple au départ, c'était de se dire, puisque cette enzyme dégrade l'ARA-CTP, et donc la désactive, trouvons un inhibiteur de cette enzyme, et l'ARA-CTP, évidemment, sera plus concentrée et donc plus active. Et au fond, ce qu'ils ont trouvé, ce n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient, puisqu'ils n'ont pas trouvé un inhibiteur direct, mais un effet indirect. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des produits, comme par exemple la gemcitabine, qui sont capables de sensibiliser très fortement à la cytarabine, mais sans toucher à l'activité enzymatique de SAMHT1, donc un effet indirect. Et il montre qu'en fait, cet effet indirect passe par l'inhibition d'une enzyme d'amont, qui est la ribonucléotide réductase, qui, elle, va permettre la synthèse de
des CTP. Alors, ceci vous est résumé au fond ici. L'idée, c'était de bloquer cette enzyme, l'idée de départ était de bloquer cette enzyme pour augmenter la concentration de cette forme toxique qui va être incorporée dans l'ADN. Et à l'issue de ce crible, ce que les auteurs ont trouvé, ce sont des inhibiteurs de cette enzyme, la ribonucléotide réductase, qui va en fait conduire à la synthèse des DNTP actifs, mais ces DNTP actifs vont en fait, dans la version normale, ces DNTP actifs vont activer l'activité enzymatique de SAMHD1, c'est probablement un mécanisme de rétrocontrôle négatif. Et donc, si on bloque la synthèse des DNTP, on va diminuer cette activité de SAMHD1, et donc on va en fait augmenter la concentration de cette forme active de la RAS-CTP. Et donc, de manière un peu paradoxale, la diminution des nucléotides endogènes, ici représentés en vert, va inhiber l'activité de SAMHD1, empêcher la dégradation d'ARAC, et donc finalement augmenter l'index thérapeutique, et ceci vous est représenté ici, avec des courbes de toxicité induites par l'ARAC. Donc plus on augmente la concentration, plus on tue les cellules. Et vous voyez qu'on va augmenter de manière assez drastique l'efficacité de l'ARAC avec des produits comme l'hydroxyurée, qui sont des inhibiteurs de la ribonucléotide réductase. Et vous voyez également, et c'était la base du crible, que ceci demande strictement la présence d'une enzyme SAMHD1 active, puisque si on a maintenant une version mutée inactive, il n'y a plus aucun effet de ces agents de sensibilisation. Donc voilà une expérience qui suggère que les associations donc, entre l'hydroxyurée, qui est un composé relativement banal, qui est souvent utilisé d'ailleurs dans les quelques jours qui précèdent la chimiothérapie chez les patients leucémiques, pourraient conduire en fait à des associations logiques pour augmenter l'effet de ces molécules. Alors, cette enzyme SAMHD1, elle est également impliquée dans d'autres dérivés dont nous avons parlé dans le premier cours, qui sont ces agents déméthylants de l'ADN. Donc, vous vous rappelez ces nucléotides modifiés pour lesquels on a un atome d'azote ici qui remplace le carbone dans le cycle, et donc vous vous rappelez qu'ils vont conduire à la dégradation de l'enzyme DNMT1 et induire une déméthylation de l'ADN. Et en fait, ces dérivés de nucléotides sont également, l'un d'entre eux, juste la décitabine, pas la zacitine, vont être dégradés par cette enzyme qui va donc désactiver cette voie qui vont désactiver la formation de ce composé. Et ceci se traduit par le fait que dans des modèles maintenant de xénogreffe, eh bien, la décitabine ne va être active que si on a inactivé SAMHD1, ce que vous voyez là. En présence d'une enzyme SAMHD1 active, la décitabine dans ce modèle n'a aucun effet, alors que la zacitine, elle, qui n'est pas dégradée, va avoir des effets dans les deux modèles. Et effectivement, ces auteurs, il y en a aussi des travaux tout à fait récents, suggèrent que l'expression de SAMHD1 puisse être un biomarqueur de la réponse aux agents déméthylants. Alors, parlons maintenant du nettoyage, des sanitizing des nucléotides. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc ces nucléotides sont des molécules fragiles qui sont beaucoup plus faciles à oxyder que la molécule d'ADN. Il en existe d'assez nombreuses formes d'oxydation. Le plus classique, c'est la 8-oxoguanine, qui est un marqueur classique de stress oxydant. Et donc, il y a des enzymes qui ont été décrites, en particulier MTH1 et MTH2, qui sont capables de nettoyer, au fond, désactiver ces formes modifiées de nucléotides. Et donc, des chercheurs proposaient, au fond, que de bloquer l'activité de ces enzymes puisse permettre
d'augmenter le pool de ces nucléotides anormaux et donc d'induire une toxicité par là même si au fond, dans cette vision, on ne comprendrait pas très bien les bases de l'index thérapeutique, puisque ces modifications, a priori, devraient se faire sur les cellules leucémiques ou sur les cellules cancéreuses, comme sur les cellules normales. Et donc, voici une représentation très schématique. Vous voyez, on part de ces nucléotides triphosphates, donc ils sont capables d'être intégrés dans la molécule d'ADN, et ces enzymes, comme MTH1, vont permettre de désactiver les formes oxydées de ces nucléotides pour permettre que seules des formes normales soient intégrées dans la molécule d'ADN. Et donc, si en inhibant ces enzymes, on va augmenter l'oxydation moyenne de ces poules de nucléotides, on va avoir toutes sortes d'effets, incorporation de ces nucléotides anormaux dans l'ARN, dans l'ADN, ceci pouvant induire de la mutagénèse ou des cassures, et également une activité qu'on ne décrira pas ici, mais avec les ATPases et les GTPases, dont certaines ont des fonctions de signalisation extrêmement importantes. Alors, pour être complet sur cet aspect, je vais juste assez rapidement passer en revue avec vous une approche que j'ai déjà commentée dans un cours précédent, qui a été publiée il y a 4 ans dans la revue Cell, et donc qui est une approche assez simple dans laquelle on prend des cellules, on va exprimer des cellules normales, exprimant la GFP, et on va exprimer de manière conditionnelle un oncogène qui va bloquer leur différenciation. Donc quand l'oncogène n'est pas là, eh bien on va avoir induction de ce gène qui est un gène de différenciation, et donc la cellule, une fois différenciée, va devenir fluorescente. Et si l'on exprime l'oncogène, par contre, elle va toujours rester au stade indifférencié. Et avec cette technique de criblage, qui est une technique extrêmement simple et qui est tout à fait adaptée au criblage à très haut débit, ces auteurs ont pu tester 300 000 produits. Et le critère, évidemment, de ces 300 000 était de voir, au fond, quels sont les produits qui allaient induire de la différenciation, cette différenciation se manifestant par l'apparition de cellules fluorescentes. Donc, vous voyez un crible très élégant, simple, et qui part de cellules quasi primaires, puisque finalement, ces cellules ont été, on peut dire que bricolées à la marge, ce sont à l'origine des cellules normales qui ont été simplement rendues immortelles et, par l'expression de ce gène OX modifié. Donc, 300 000, la hantise de ce genre d'approche, c'est évidemment d'avoir un nombre de positifs beaucoup trop élevé, ce qui empêche une analyse en détail de ces molécules. Mais là, ils ont la chance, en partant de 300 000, vous voyez, de n'avoir que 12 à la fin. Et ces 12 à la fin sont capables d'induire la différenciation, comme vous le voyez ici. Les auteurs sont même intéressés à montrer que ces granuleux sont fonctionnels et qu'ils sont capables d'avaler des bactéries. Ils sont capables de phagocyter des Escherichia coli. Et puis on a tous les signes de différenciation avec l'induction typique des gènes de différenciation et puis l'arrêt de cycle qui vous est représenté ici. Donc une réponse tout à fait normale de différenciation. Donc au fond, la question est simple. Que sont ces 12 composés? Que font-ils et comment agissent-ils? Eh bien, pour cela, donc, les auteurs ont d'abord cherché à voir quels étaient les gènes qui allaient être induits en réponse à ces composés. Et ils ont également pu sélectionner des cellules qui étaient devenues résistantes à ces composés. Et dans ces cellules résistantes, ils se sont aperçus, ils avaient eu de la chance, que cette résistance était liée à une amplification génique. Une amplification génique, c'est-à-dire qu'un petit locus sur lequel il n'y a que 8 gènes était massivement surexprimé chez des cellules qui étaient devenues résistantes à ces produits, suggérant donc évidemment qu'un des gènes portés par ce locus allait coder pour la cible. Et
ce qu'ils ont trouvé, c'est que ce gène, à la fois surexprimé et amplifié, eh bien, c'est une enzyme qui est la dihydroorate déshydrogénase, qui est une enzyme en fait absolument essentielle, une protéine mitochondriale, et qui va contrôler la synthèse des nucléotides, puisqu'on voyait, on va avoir l'UMP qui ensuite va donner le CTP et également donner le DMP. Donc la racine, au fond, c'est vraiment au niveau métabolique la racine de la synthèse des nucléotides. Et ils ont pu montrer par ailleurs que tous ces produits qu'ils avaient identifiés dans le crible, ces 12 produits, étaient capables d'inhiber l'activité de cette enzyme. Et beaucoup plus fort encore, ils ont pu montrer que c'est effectivement l'inhibition de l'activité de cette enzyme qui est responsable de la différenciation, parce que si on complémente avec un produit d'aval, donc si on rajoute de l'uridine monophosphate, eh bien on va réverser le blocage de différenciation. Donc ça, c'est un ensemble de preuves extrêmement fortes qu'en fait, dans ce crible, ils ont eu beaucoup de chance, mais que la plupart ce qu'on appellerait des touches, des hits, vont cibler cette même activité enzymatique et que l'inhibition de cette enzyme va être active à travers la perte de la synthèse d'UMP. Bon, alors par chance, ils ont trouvé un produit naturel qui était présent, un médicament en fait, qui existait déjà et qui était connu pour bloquer l'activité de cette enzyme. Et ils montrent qu'effectivement, en utilisant ce médicament, ils vont avoir in vivo une différenciation. Avant, on était dans un système un peu artificiel. Là, maintenant, on est chez la souris. On a une différenciation et un prolongement de la survie. Et de manière extrêmement importante, ils ont montré que cette approche d'inhibition de la synthèse d'UMP était en fait une approche qui était efficace de manière relativement indépendante des lésions génétiques à l'origine des leucémies. Donc là, on est sur quelque chose qui est extrêmement général. Quelle que soit la mutation à l'origine de la leucémie, eh bien, on va avoir une réponse à ce type de stratégie, suggérant donc en fait qu'on a un effet global sur l'arrêt de cycle et de la différenciation, quel que soit l'oncogène impliqué. Et ça, c'est évidemment extrêmement important au niveau thérapeutique, parce qu'on sort de la thérapeutique ciblée dans laquelle on va cibler directement les anomalies génétiques à l'origine du cancer. Là, on est dans une situation globale où on peut espérer avoir un bénéfice thérapeutique de manière extrêmement large dans cette maladie. Et à cet égard, des travaux anciens menés sur des lignées avaient montré que quand on bloque le cycle dans les leucémies aiguës myéloïdes, on va induire une différenciation cellulaire. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est au fond, est-ce que ceci est vraiment lié à ces cellules? Est-ce que c'est lié au linéage cellulaire? Est-ce que dans ces cellules-là, dans ces cellules myéloïdes en voie de différenciation, on va avoir une dépendance particulière à cette enzyme, et ceci n'est pas connu, mais cela souligne enfin le lien entre métabolisme et transformation et réponse thérapeutique dans ce système tout à fait particulier. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour la synthèse des nucléotides. On va passer maintenant à la réparation de l'ADN, qui est un sujet assez lié. Et je crois que dans le premier cours, je vous avais déjà mentionné le fait que les voies de réparation de l'ADN, et en particulier la recombinaison homologue, ont un rôle important dans la réponse à deux types de molécules dont on a parlé, les alkylants et les inhibiteurs de topoisomérase, probablement parce que ces deux types de molécules vont induire des cassures dans l'ADN et que la recombinaison homologue est un des modes préférentiels de réparation de ces cassures de l'ADN. Et donc, une situation qui a été très étudiée au niveau clinique, ce sont les patients qui sont porteurs de mutations des gènes BRCA1 ou BRCA2, qui sont des patients qui vont avoir une prédisposition à développer des cancers. Et ces cancers vont être caractérisés
par des anomalies de la réparation de l'ADN. Et comme nous allons le voir, l'existence de ces anomalies de réparation de l'ADN spécifiquement dans la cellule cancéreuse va conduire à une beaucoup plus grande sensibilité à un certain nombre de médicaments, et en particulier aux alkylants et aux inhibiteurs de topoisomérase. Et donc, la plupart, évidemment, de ces situations vont se trouver dans des formes familiales de prédisposition à ces maladies. Et donc, on peut résumer ça de la manière suivante. Donc, BRCA1 ou BRCA2 sont des mutations monoalléliques transmises de manière dominante et qui vont prédisposer au développement d'un certain nombre de cancers, et en particulier chez les femmes au cancer du sein ou au cancer de l'ovaire, chez l'homme également au cancer de prostate, en particulier chez les patients porteurs de mutations de BRCA2. Alors, on ne connaît pas bien aujourd'hui la raison pour laquelle ces mutations de ce système de réparation de l'ADN prédisposent principalement à ces tumeurs hormonodépendantes. Certaines hypothèses ont été proposées, je ne suis pas certain qu'elles aient été établies, pour expliquer pourquoi ce sont essentiellement chez la femme dans le sein ou dans l'ovaire qu'on va avoir la perte du deuxième allèle, qui, dans un environnement protecteur, va être tolérée et, avec d'autres mutations, ensuite va conduire au développement du cancer. Et au niveau de la réparation de l'ADN, eh bien, comme je vous le disais, des cassures double brin en particulier vont être essentiellement réparées par recombinaison homologue. On va voir dans un instant ce que ça veut dire, et donc va permettre une stabilité du génome et une protection contre ces cassures induites spontanément avec l'âge ou induites par la thérapeutique, et soit dans ces formes familiales de cancer liées aux mutations de BRCA1, soit dans une maladie qui s'en approche, qui est l'anémie de Fanconi, eh bien, cette voie de réparation par recombinaison homologue va être altérée, et donc ce sont des systèmes autres qu'on appelle les systèmes par jonction des jonctions alternatives, on va le voir dans un instant, mais qui sont beaucoup moins efficaces et donc qui vont être impliqués. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Face à une cassure d'ADN, on va avoir ces trois possibilités. Une possibilité dans laquelle, en fait, on ne cherche pas à récupérer l'information qui a été perdue. On va simplement rabooter les deux bouts d'ADN et les coller. Mais cette méthode de réparation, donc par end-joining sans recherche d'homologie, est une méthode qui est mutagène, puisque l'information présente au site de coupure va être perdue. Et donc, on va certes recoller la molécule d'ADN, mais entre-temps, on va avoir fait une mutation. Il en est de même pour un système qui demande une micro-homologie, qui s'appelle Alternative End Joining, dans laquelle on va avoir, même chose, création d'une mutation. Et puis on a un système beaucoup plus complexe, qui est le système par recombinaison homologue, dans laquelle, sans rentrer dans les détails, on va d'abord on va dégrader l'un des brins, et puis le brin qui a subi la cassure va aller chercher une matrice. En fait, il va aller chercher l'information, et cette matrice qui est procurée par l'autre chromosome qui, lui, n'a pas été cassé, va permettre une réparation homologue et une réparation fiable, fine, dans laquelle l'information n'a pas été perdue, et donc il n'y a pas de mutation. Et comme vous l'indique cette figure, les protéines, que ce soit BRCA1 ou BRCA2, c'est donc ces deux gènes de susceptibilité aux cancers familiaux, sont impliqués dans ce processus. Et donc, si on a une perte de la fonction par mutation biallélique, eh bien, ce processus de recombinaison homologue va être perdu. Et il a été suggéré, bien sûr, que ceci explique le développement des cancers chez ces patients. Alors, une des premières observations qui a été faite au début des années 2000, c'est qu'en fait, ces tumeurs, ici il s'agit de tumeurs de l'ovaire, de mémoire, survenant donc chez des femmes
qui sont porteuses de ces mutations de BRCA1, eh bien, ces tumeurs sont beaucoup plus sensibles à la chimiothérapie. Ici, je crois qu'il s'agit d'une chimiothérapie par cisplatine dans cet exemple, avec, vous voyez, finalement les formes héréditaires qui ont un bien meilleur pronostic que les formes non héréditaires, et ceci a été attribué à un meilleur effet des alkylants, puisque, en effet, donc, la tumeur ne sera pas capable de réparer les lésions d'ADN qui ont été induites par les alkylants, et donc on va avoir une mort plus efficace de ces cellules cancéreuses. Et ceci est vrai aussi bien sur la survie globale que sur le temps de survie après la première rechute. Et on voit que finalement, après une première rechute, le pronostic va être très très mauvais dans les formes non héréditaires, et il est sensiblement meilleur dans les formes héréditaire. Donc ça, c'était une indication très importante. Et puis, il y a eu une deuxième indication tout à fait remarquable, qui a été de regarder ce qui se passe au moment de la rechute. Et de manière tout à fait paradoxale, ce qu'on va voir au moment de la rechute, c'est en fait une récupération de la fonction de BRCA1. Et donc, les cellules capables de résister au traitement vont en fait avoir restauré la fonction de la protéine ici BRCA1. Et vous avez donc la mutation initialement présente dans la tumeur qui vous est représentée ici, avec un stop prématuré. Et bien, dans des cellules qui sont des cellules résistantes et qui vont repousser sous le traitement, vous voyez que l'organisme a finalement effacé l'effet de cette mutation pour retrouver la fonction normale de BRCA1. Et donc ici, vous avez plusieurs clones qui ont montré cette récupération. Et donc la réversion finalement de la fonction de BRCA1 est associée à la rechute, démontrant par là même évidemment que l'inactivation de la fonction de BRCA1 participait à la réponse thérapeutique. Alors, donc ça, c'était ce que l'on voyait avec des alkylants comme les dérivés du platine. En fait, les inhibiteurs de topoisomérase, comme les toposides, par exemple, vont avoir des mécanismes très similaires, avec également une meilleure réponse dans ces tumeurs ayant des défauts de recombinaison homologue. Alors, en ce qui concerne, par exemple, les topoisomérases, et comme les toposides, eh bien, des analyses de biochimie ont montré qu'en fait, l'action principale de ces inhibiteurs était de stabiliser des liaisons covalentes de l'enzyme sur l'ADN. Donc, ce n'est pas, au fond, l'inhibition de la fonction qui est responsable de l'effet anticancéreux, c'est la création d'une molécule la création et la stabilisation d'une molécule complètement artificielle qui est cette extrémité d'ADN liée de manière covalente par un résidu de tyrosine à cette protéine. Et évidemment, ça c'est une structure complètement anormale qui va conduire à soit à la réparation, avec deux types de réparation qui peuvent être la protéolyse et ensuite une excision du reste de protéines accrochées au fragment d'ADN. Et une fois que l'ADN cible s'est débarrassé de cette protéine, eh bien, on va avoir cette cassure double brin, mais qui va pouvoir ensuite être réparée. Et donc ces adduits avec la topo 2, par exemple, vont pouvoir être réparés. Et des cribles, par exemple, shRNA, donc d'inactivation de gènes des cribles pangénomes, ont montré que la mort induite par les anthracyclines allait être bloquée soit par l'extinction de P53 ou d'enzymes comme SHIC2, ce qui est attendu, mais également par l'inactivation de la topoisomérase, démontrant bien par là même le rôle de la topoisomérase dans l'induction de la mort. Alors, ceci nous amène donc à essayer de voir un peu quel est l'état de l'art sur ces inhibiteurs de topoisomérase et la manière dont ils vont être responsables de la mort des cellules et de la toxicité, avec quelques éléments nouveaux qui sont apparus de manière assez récente dans la littérature.
Alors d'abord, ces inhibiteurs de topoisomérase, donc comme les toposides ou l'actinomycine D, va cibler principalement une des topoisomérases, qui est la topoisomérase 2A, et le niveau de protéines, topoisomérase 2A, est lié de manière très forte à la toxicité induite par ces inhibiteurs de topoisomérase. Et de manière intéressante, la topoisomérase 2A est elle-même très liée au cycle cellulaire. Donc, plus le cycle cellulaire est actif, plus les cellules se divisent, plus cette protéine cible de ces inhibiteurs de topoisomérase va être exprimée. Et d'ailleurs, dans certains cas, le gène est même amplifié dans certains cancers. Et donc, les anthracyclines vont stabiliser le complexe de clivage, et en stabilisant ce complexe de clivage, donc en stabilisant cette forme qui ne peut plus être traitée, eh bien, ils vont bloquer transcription et réplication. Et donc, c'est la création de ces complexes stables entre finalement la protéine, l'ADN et l'inhibiteur qui semble être l'étape clé de l'effet biologique. Alors, une des choses qui a été découverte récemment, c'est qu'au fond, le mécanisme de dégradation de ce complexe entre topoisomérase, ADN et inhibiteur fait appel à une cascade de protéolyse inhabituelle, qui est une protéolyse initiée par la création de chaînes de SUMO, de la protéine SUMO, qui secondairement va induire une ubiquitination seconde et recruter le protéasome. Alors, de manière assez intéressante, en fait, cette cascade a été découverte en étudiant la dégradation de PML-RAR. Vous voyez, donc les boucles se rebouclent. Et donc, cette dégradation de PML-RAR induite par l'arsenic est finalement mécanistiquement très proche des voies de dégradation de ces adduits de topoisomérase sur l'ADN. Alors, quelle est l'importance de cette dégradation ultérieure sur le devenir des complexes ? On ne le sait pas encore très bien. Ce qui est clair, c'est que la dégradation va probablement faciliter la réparation, puisqu'elle va rendre la cassure apparente, et elle va peut-être aussi participer au mécanisme de mort. Donc, là où les choses ont été bien étudiées, grâce à un papier qui a eu un très grand retentissement, ce n'est pas tant sur l'efficacité de l'anticancéreux lui-même, l'efficacité des inhibiteurs de topoisomérase, mais c'est plutôt sur la toxicité. Et cette toxicité a été étudiée, cette toxicité des anthracyclines est principalement cardiaque. On sait qu'elle répond à un mécanisme mitochondrial, donc il y a une toxicité mitochondriale dont on ne comprend pas très bien l'origine. Il semble que ce soit cette toxicité mitochondriale dans les cardiomyocytes, donc dans les cellules du cœur, qui va être responsable des insuffisances cardiaques. Et donc une approche tout à fait remarquable a été l'inactivation d'une des deux topoisomérases. Il y a deux enzymes, la topoisomérase 2, A et B. Et l'inactivation de la topoisomérase 2B est létale. Et donc, ce qu'ont fait ces auteurs, c'est d'inactiver, en utilisant un promoteur spécifique, la topoisomérase 2B uniquement dans les cellules du cœur. Et si on inactive cette topoisomérase dans les cellules du cœur, les souris n'ont pas trop de problèmes. Mais par contre, l'inactivation de cette topoisomérase dans les cellules du cœur vont complètement bloquer la toxicité des anthracyclines au niveau des cellules cardiaques, démontrant, là de manière tout à fait remarquable, une cascade moléculaire directe, vous voyez, entre un médicament anticancéreux, une protéine, et la mort d'une cellule. Alors, ces résultats vous sont représentés ici, donc c'est une approche assez classique, où on va inactiver ce gène de la topo2B dans les cellules du cœur, et ensuite traiter avec la doxorubicine ou pas. Et ce que l'on voit, c'est l'activation de manière assez attendue de cette signalisation P53 dans des études d'expression génétique, des études de transcriptome. Et ce que vous voyez très clairement,
c'est que cette activation de la voie P53 qu'on observe dans les cellules sauvages, elle est très largement diminuée dans les cellules mutantes, et donc que l'effet toxique de la doxorubicine sur le cœur normal, hein, là on n'est pas dans la tumeur, on est sur l'organe normal, eh bien que c'est la présence de cette topoisomérase qui est responsable de cette toxicité. Et ça, c'est la première analyse qui a été faite très tôt, moins d'un jour après le traitement par la doxorubicine. Et si on regarde plus tard, à 3 jours, eh bien à 3 jours, on va voir qu'on a une signature de dysfonction mitochondriale absolument majeure. Vous voyez, la phosphorylation oxydative également, qui est un signe de l'activité mitochondriale. Donc on a une signature extrêmement nette de souffrance mitochondriale. De manière intéressante, après 3 jours, on n'a plus grand-chose sur la signalisation P53, donc on est dans un contexte de vague. Vous voyez, on a une première activation extrêmement forte de P53 et secondairement une activation de cette toxicité mitochondriale qui peut également être vue par l'examen au microscope électronique, et on voit que dans les cellules sauvages après doxorubicine, on a une désorganisation de ces cardiomyocytes et des fibres musculaires, alors que quand on n'a pas la topo 2B, eh bien, le muscle va très bien. Donc un facteur de toxicité, ça c'est très important parce que la toxicité cardiaque est la principale limitation à l'utilisation de ces molécules, et donc d'en comprendre le mécanisme, effectivement, a une importance pratique. Et dans ce papier qui a été publié dans Nature Medicine il y a quelques années, eh bien, les auteurs ont ensuite regardé la fonction cardiaque, et ce qu'ils voient, au fond, c'est une élévation, enfin, des modifications post-traitement, des anomalies post-doxorubicine qui sont spécifiques des souris ayant perdu la fonction de la TOP-B. Donc le modèle qu'il propose est en fait le suivant, dans lequel l'action des anthracyclines sur la topoisomérase 2B va conduire à ces cassures spécifiquement dans les cellules quiescentes. Alors de manière importante, autant la topoisomérase 2A est fortement exprimée dans les cellules en cycle, la topoisomérase 2B, elle, est exprimée dans les cellules qui ne prolifèrent pas, dans les cellules quiescentes. Et donc, ceci va activer P53, et ensuite, par des cascades qui, là encore, feraient appel au régulateur PGC1-alpha, dont on a parlé tout à l'heure, qui va diminuer et conduire à l'inactivation de ces fonctions mitochondriales, responsables ensuite de stress oxydant et conduisant à la mort des cellules. Donc vous voyez que c'est la deuxième fois qu'on voit finalement ce régulateur central apparaître et conduire à la production de ces espèces réactives dérivées de l'oxygène, qui est responsable cette fois-ci de la mort des cellules normales. Donc la toxicité cardiaque est retardée. Elle reflète la dose cumulée d'anthracycline avec un effet seuil extrêmement marqué, qui est avec finalement une différence entre les effets cliniques sur le cœur qui peuvent être liés à une différence d'exposition d'un facteur 2. Donc on est avec des effets seuil extrêmement marqués. Cette toxicité cardiaque chez la souris nécessite la présence de la topoisomérase 2B à travers l'activation de P53 et un effet d'aval sur la mitochondrie. Et puis l'effet retardé chez la souris, comme d'ailleurs chez les patients, sur le muscle cardiaque, suggère qu'en fait on puisse avoir un effet sur les cellules souches. Et chez les patients, ces toxicités cardiaques peuvent se manifester très longtemps après, éventuellement plusieurs dizaines d'années après, suggérant qu'en fait ce sont les cellules souches qui ont été touchées par ce mécanisme. Et donc ceci, évidemment, pose un certain nombre de questions qui n'ont d'ailleurs pas été bien résolues encore, mais c'est qu'au fond, vous l'avez compris, que probablement la cible responsable de l'activité thérapeutique, c'est la topoisomérase 2A, et la cible responsable de la toxicité, c'est la topoisomérase 2B, ce qui suggère immédiatement qu'on pourrait chercher à faire des médicaments qui attaquent sélectivement l'une et pas l'autre. Le problème, c'est qu'elles se ressemblent beaucoup, et donc pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas encore réussi à faire des médicaments qui seraient spécifiques de la topoisomérase 2A.
Il y a également des travaux qui ont suggéré que cette topoisomérase 2B, donc l'action des anthracyclines sur la topoisomérase 2B, serait responsable des effets sur les cancers secondaires. Un certain nombre de ces médicaments peuvent induire des cancers secondaires, et en particulier des leucémies. Et donc il a été proposé que ce soit par l'intermédiaire de l'empoisonnement finalement de la topoisomérase 2B dans les cellules souches qu'on puisse favoriser des cassures qui induisent des cellules souches, des translocations dans ces cellules souches normales. Alors ceci dit, ceci pose quand même en termes de cancérologie une question intéressante, c'est que quand on regarde la réponse à court terme, on va regarder les réponses, la prolifération des cellules leucémiques. Et donc dans cette circonstance-là, on sait que c'est la topoisomérase 2A qui est importante. Mais ce qu'on veut pour guérir le cancer, c'est toucher les cellules souches leucémiques. Et les cellules souches leucémiques, elles prolifèrent peu. Et donc la question est de savoir si, au fond, dans les cellules souches leucémiques, la dépendance à la topoisomérase serait du type 2A ou 2B, ce qui reste encore une question ouverte. Et l'effet sur la toxicité cardiaque suggère que peut-être que les cellules souches leucémiques seraient elles aussi dépendantes de l'autre forme de topoisomérase. Alors ces travaux ont conduit qui sont encore des travaux en cours, qui ne sont pas du tout définitifs, à rechercher des facteurs de protection, et en particulier cette molécule, la dextrazoane, a été montrée dans des tests in vitro comme pouvant protéger en fait la topoisomérase des anthracyclines. Et cette fixation semble particulièrement importante sur la topoisomérase 2B. Et il avait été proposé initialement que cette molécule puisse être utilisée au fond pour protéger le cœur dans les traitements aux anthracyclines. Il a secondairement été montré en fait que cette molécule est capable d'induire la dégradation relativement spécifique de la topoisomérase 2B. Et par ce même mécanisme dépendant de SUMO et de l'ubiquitine. Et donc, dans des essais cliniques, cette molécule a été utilisée, et ce sont encore des travaux en cours, il n'y a pas de réponse définitive, mais dans certains essais cliniques, il a été montré qu'il y avait une protection du cœur et que donc les insuffisances cardiaques étaient moins fréquentes lorsque cette molécule protectrice était ajoutée. Bien entendu, se pose la question de savoir si on avait aussi diminué l'effet thérapeutique. Et un certain nombre d'essais, encore qui ne sont pas tous publiés ou pas tous clairs, suggèrent en tous les cas que cette molécule ne diminue pas l'effet anticancéreux. Et donc on pourrait imaginer d'avoir quelque chose qui, dans le cadre d'un traitement combiné, protégerait le cœur sans pour autant diminuer l'efficacité antithérapeutique. Mais ces travaux sont des travaux qui, encore une fois, ne sont pas définitifs et qui sont poursuivis. Alors, dernière chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la découverte assez récente de molécules qui sont capables de prédire, en quelque sorte, l'efficacité de la chimiothérapie. Donc, ils vont être des marqueurs positifs de sensibilité à la chimiothérapie. Et l'un de ces gènes a été découvert par un crible, encore une fois, un crible génétique pour l'efficacité de la chimiothérapie. Cette molécule, elle s'appelle SLFN11. Et en fait, c'est une molécule qui est capable de se fixer sur des origines de réplication. Et en se fixant sur les origines de réplication, en fait, elle va les stabiliser, elle va geler la situation. Et en fait, cette stabilisation des fourches de réplication en présence de stress génotoxique va en fait augmenter beaucoup l'efficacité de ces stress génotoxiques. En fait, en stabilisant ces fourches de réplication, on va bloquer
ou diminuer l'efficacité de la réparation. Et en diminuant l'efficacité de la réparation, on va augmenter l'efficacité de la chimiothérapie. Et donc, là encore, ce sont des travaux assez récents qui demandent à être étendus et validés, mais le niveau d'expression de cette protéine, qui peut être testé de plusieurs manières, soit par des approches de transcriptome, soit par des approches d'anticorps, va conduire, lorsqu'elle est fortement exprimée, à un arrêt permanent de la réplication, et cet arrêt permanent de la réplication va conduire à des cassures facilitées et donc va augmenter l'efficacité de la chimiothérapie. Et donc dans cette revue récente d'Yves Pommier, vous voyez que dans toute une série de types de traitements, que ce soit les analogues de nucléotides, les inhibiteurs de la ribonucléotide réductase, les inhibiteurs de la thymidine synthétase, les inhibiteurs de la DHFR comme le méthotrexate, les alkylants comme les platines, et puis les inhibiteurs de topoisomérase 1 ou 2, et même également les inhibiteurs de PARP dont nous parlerons dans le prochain cours. Eh bien, dans toutes ces situations où on va pouvoir cibler finalement les fourches de réplication, eh bien, il y a une importance du niveau d'expression de cette protéine, ce qui suggère quelque chose qui était finalement recherché depuis très longtemps, qu'on pourrait avoir un marqueur prédictif de l'efficacité de la chimiothérapie, et donc savoir qui sont les patients plus susceptibles de répondre, ce qui laisse toujours la question de savoir ce qu'on fait pour les autres si on n'a pas l'expression de cette protéine. Pour l'instant, ça ne donne pas de solution, mais ça suggère au moins que chez les patients exprimant fortement cette protéine, la stabilisation des origines de réplication va sensibiliser aux cassures induites par la chimiothérapie et donc rendre la chimiothérapie plus efficace. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et donc, dans le prochain et dernier cours, on parlera de la létalité synthétique, finalement, et d'approches développées dans ces 15 dernières années pour essayer de trouver des inhibiteurs rationnels actifs spécifiquement dans les situations où la recombinaison homologue est déficiente. Et on verra que c'est comme ça qu'on a découvert les inhibiteurs de PARP. Voilà, on se retrouve donc mercredi prochain. Et je crois que vous pouvez applaudir et féliciter les membres de l'équipe dans l'audience qui ont justement travaillé sur le premier papier dont je vous ai présenté les résultats dans le début de ce cours. C'est bien leur succès et leur travail qui vous est présenté ici. Merci.